Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 2, on vous fait, là, vous allez voir, là, une thématique, là, encore une fois, axée sur la finance de marché et la finance perso. Là, on maintient nos deux segments forts. Là. Vous allez le voir d'ailleurs peut-être dans les prochaines semaines. Là, on va arriver bientôt. Là, on vogue vers le début de la saison Vers 3. la saison 3, ouais. Puis comme on vous l'a dit, là, on a certaines idées, donc on va maximiser nos deux segments forts, là, parce que peut-être qu'on va faire quelques petites modifications à l'avenir avec d'autres segments. Mais aujourd'hui, on vous maintient ça, on vous fait ça classique. Gab, peut-être à entamer avec le disclaimer avant qu'on lance effectivement le premier segment pour le haut son de la cloche. Oui, ben, bon, c'est sûr que peut-être ça risque d'être un peu moins pertinent là pour cet épisode-là, même si bon, on le répète à chaque fois par commodité, on va dire ça comme ça. Oubliez pas que tout ce qu'on parle dans l'état financier, j'ai dit notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, donc si vous vous plantez, évidemment, c'est pas de notre faute, bien évidemment, hein. Dans votre sélection évidemment de placement, évidemment, là, dans votre stock picking qu'on pourra avoir. Je le précise, aujourd'hui, le contenu qu'on va faire aussi, il est quand même tiré, comment dire, en de grandes lignes, ce qui nous a donné notre source d'aspiration, comment dire, ce sont des vidéos, en fait, sur YouTube qu'on aime bien. Vous avez déjà parlé de Polymateur. Il y a un autre, comment dire, qu'on va parler, c'est monsieur Johnny Harris, que j'aime beaucoup. Pareil, on va mettre toutes les sources dans la description, comme ça vous pourrez consulter le contenu que ces derniers ont fait. Faut citer à l'auteur, faut rendre à l'auteur, comment dire, le contenu évidemment du travail, hein, bien évidemment. Exactement. Puis, tu sais, on vous invite par le fait même là, à regarder leur contenu. Là. Je crois que la manière dont le podcast, on l'a lancé, était un peu inspiré beaucoup de ce qu'ils font. Là. C'est super intéressant. Là. Moi, comme je dis, je suis un grand fan des classiques, là, Wendover Productions et Polymatter, là, qui sont des sujets assez intéressants. Ils publient assez fréquemment. Donc, allez voir. Vous êtes probablement, selon le fait qu'ils ont des millions et des millions de vues, probablement que certains d'entre vous les écoutent déjà de manière périodique, là, mais très intéressant à les suivre. Puis, tu l'as bien dit, Gab. Le but du podcast à la base, c'est de parler de la finance, encore une fois, juste comme on fait dans la vie de tous les jours, mais aussi pour que vous puissiez vous poser des questions et vous intéresser à en apprendre davantage là, sur le monde de la finance qui, comme on dit toujours, est un peu opaque là, lorsqu'on grandit dans notre monde occidental. On n'est pas nécessairement préparé à ça pour ceux qui ne l'étudient pas. Donc, faites vos recherches, encore une fois, avec les points qui vous intéressent du podcast. Donc, partons ça en force, comme je l'ai dit dans notre premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, là, vous allez voir, on reste un peu dans l'axe là, qu'on avait préalablement. La semaine passée, on vous a parlé d'IKEA, là, qui était encore une fois une petite analyse de compagnie. Aujourd'hui, on fait un peu de même. Là, on continue vers une autre compagnie là, qu'on apprécie bien, encore une fois, pour des fins financières, mais surtout pour des fins de restauration rapide et le fameux hamburger. On veut vous parler de McDonald's, là, des fameuses arches qui ont fait le tour du monde et qui The définissent Golden encore une fois Arches, comme on dit, oui. exactement, qui définissent la restauration rapide. Donc, on veut vous faire un petit plan là, sur cette compagnie-là, qui, encore une fois, je crois qu'on le fait fréquemment là, dans nos différentes compagnies. C'est pas une compagnie qui roule uniquement sur ce qu'on pense qu'ils font. Là. On pense que c'est une grande chaîne de restauration, mais en réalité, il y a bien des choses en arrière qui sont intéressantes à parler sur McDonald's. Donc, peut-être pour vous faire une petite introduction avant de te passer la parole de manière très rapide avec quelques faits. Là, comme vous le savez, le McDo, ça date quand même de 1948. Au niveau du premier restaurant qui a été lancé, c'était en Californie, à San Bernardino. Et depuis, bien évidemment, la structure a été bien définie et a fait en sorte que c'est maintenant la chaîne mondiale numéro un. Là. C'est un peu la définition même de l'américanisation du monde en général. Là. L'empreinte des États-Unis à travers le monde peut être définie avec la quantité de McDonald's qui se retrouvent partout à travers le monde. Puis le but aujourd'hui va être un peu de faire un petit angle sur le système de franchisation ou de franchise que McDonald's a mis en place, qui, au fur et à mesure, a été encore une fois développé par la compagnie et par des concurrents, mais qui est très intéressant de voir, surtout dans l'accord que cette compagnie-là va avoir mis en place avec ses franchisés. Donc, je ne sais pas, Gab, si tu veux peut-être expliquer un peu le principe là, du système de franchisation, puis qu'on embarque un peu plus dans le modèle que McDo a mis en place. Oui, et puis effectivement, comment dire, je vous invite j'invite nos auditeurs évidemment à aller regarder. Il y a un film qui est sorti, il y a quelques années de ça, qui s'appelle The Founder, qui parle de l'histoire en fait de la fondation de McDonald's et je dirais l'homme clé en fait, dont souvent on peut penser, bah, que c'est les frères McDonald. En fait, pas vraiment. C'est Ray Kroc qui est vraiment l'un des plus grands, qui était le premier en fait franchisé McDonald's, qui a racheté en fait toute la boîte et qui a créé un espèce d'empire. Évidemment, lui, comment dire? Évidemment, sa fortune était à plusieurs dizaines de milliards de dollars, hein, évidemment, là. La chaîne, comment dire, était l'une des, comment dire, des plus,
bah, c'est l'une des premières et l'une des plus puissantes évidemment, chaînes d'affaires. Tu l'as bien dit JP, le modèle principal de McDonald's est empreint, je dirais, d'un modèle qui est quand même pas non plus hyper récent, qui est le modèle de la franchise. Bah, la franchise, c'est assez simple, c'est que, bon, alors non seulement alors vous avez 2 choix quand vous lancez votre propre restaurant, soit vous faites effectivement, comment dire, vous lancez votre petit resto et cetera, vous achetez votre matériel, puis, vous vendez, vos burgers, par exemple. Imaginons que vous en lancez, votre petit resto, bah, ça risque d'être comme ça. En franchise, la différence, c'est qu'effectivement, vous achetez aussi auprès d'un, comment dire, auprès d'une grande chaîne, donc en l'occurrence McDonald's, un, comment dire, un droit, en fait, d'exploiter votre restaurant sous la marque McDonald's. Donc c'est sûr que vous accédez, il est vrai, comment dire, évidemment, à une image de marque évidemment, énorme, je te dirais, un réseau de franchisés, hyper important, une stratégie publicitaire évidemment, donc ça c'est votre pain beurre, donc l'idée c'est que c'est beaucoup plus facile effectivement de lancer une franchise parce que vous avez déjà accès à l'expertise aussi, à l'expérience aussi d'autres personnes qui Exact, à sont une structure passées. et un modèle d'affaires qui est bien existant et bien développé et qui, encore une fois, risque assez bien de fonctionner. Tu sais, le succès est assez défini par le fait que ça devrait arriver facilement par rapport au fait de se partir son propre restaurant, le Burger Inc. du coin, qui, encore une fois, part de zéro. C'est ça, puis McDonald's, la force aussi, c'est comme c'est l'une des premières, encore une fois, c'est l'une des plus grandes chaînes, évidemment. Je pense pas qu'en termes de restaurants, ce soit le plus grand. Parce que à mon souvenir, c'est Subway ou Starbucks qui est Ouais, vraiment 1er, comment dire, dans le monde. Mais Starbucks, tu sais, aujourd'hui, McDonald's dans le monde a plus de 200 000 employés. Donc, pour vous dire un peu le nombre, comment dire, le nombre, tu sais, de restaurants que ça implique. Je pense qu'il y en a plus d'une dizaine de milliers, hein, tu sais, dans le monde, là, c'est complètement fou. Hem et c'est vrai que la force, c'est sûr, c'est que bon, vous rentrez de ça dans évidemment, cette franchise, c'est pas gratuit. Souvent, il y a un droit d'installation qui, peut être très, très onéreux. Pour vous donner un état d'idée de la chose, ça vaut environ 1 million de dollars une franchise McDonald's. Donc le droit de lancer un McDonald's et c'est exactement. très sélectif, hein. C'est pas tout le monde qui peut. McDonald's a une politique, je te dirais, de sélection aussi au niveau de ses franchisés qui est assez restrictive. Ils veulent plutôt avoir de l'investisseur. J'en parlais justement avec, c'est très drôle, hier avec une ancienne employée de McDo là, qui est une de mes amies et justement on allait, et de plus en plus effectivement McDonald's veut avoir en fait des franchisés qui sont aussi managers, tu vois? Donc qui vont être aussi sur le terrain, qui vont être capables de comprendre, qui ont aussi peut-être déjà de l'expérience de la restauration rapide Exact. Tu sais, parce même que pour si. ajouter, il y a la fameuse Hamburger University aussi que McDonald's a où ils vont faire la formation de leurs franchisés justement pour assurer que ces personnes-là ne sont pas juste, comme tu dis, quelqu'un qui investit et qui ne manage pas du tout les opérations. Parce qu'encore une fois, oui, McDonald's a un modèle d'affaires. Oui, McDonald's en général, et ça, on va en parler un peu plus dans quelques minutes, là, offre aussi une localisation, là, une bâtisse, mais il faut que la personne ait la capacité de gestion parce que ce n'est pas à McDo, ce n'est pas à la société mère d'aller faire la gestion et des opérations courantes. Ça revient au franchisé qui ne peut pas juste dire je m'en lave les mains, j'en achète 15 et je n'ai aucun impact sur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des restaurants par contre qui sont par contre corporatifs, hein. On précise, hein, c'est sûr qu'il y en a certains, c'est pas énorme chez McDonald's, hein, mais il y en a quelques-uns qui appartiennent à la maison mère, tu vois? Donc, c'est plus les restaurants, tu sais, de grands centres-villes, donc qui coûtent beaucoup plus cher à installer évidemment, là. La force aussi, bon alors là on a parlé évidemment de la force de la franchisation, c'est le fait que bon, tu de la publicité, les gens te connaissent déjà, tu sais à quoi t'attendre quand tu es client McDonald's. Évidemment, tout le monde connaît évidemment le burger le plus connu du monde qui est le Big Mac, les frites, comment dire, seront les mêmes partout dans le monde à quelques exceptions près. À mon souvenir, McDonald's a presque autant de pays dans lequel elle est présente que Coca-Cola, pour te dire. Et à mon souvenir, Coca-Cola n'a que 2 pays où elle n'est pas présente: Cuba et la Corée du Nord. Pour te Certes. donner un état d'idée de la chose, c'est complètement hallucinant là, de voir, ces chiffres-là sont complètement, c'est hors de toute compréhension. C'est même plus à échelle humaine, je pense. Puis, c'est vrai que donc McDonald's, bon, le coût évidemment évidemment pour rentrer dans cette franchise, c'est que tu l'as dit, le 1 million, puis évidemment les royalties que tu dois donner évidemment à McDonald's. À chaque fois que tu fais une vente, tu dois donner entre 10 à 20 du montant de la vente
à la maison mère, bah, évidemment pour les frais de publicité et cetera. C'est sûr que Exactement. ça impacte pas mal sur ta rentabilité, mais les chiffres sont tellement énormes que bon, je pense que ça doit marcher probablement là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on parle beaucoup, c'est ça, c'est justement toute la logique de franchisation pour parler, encore une fois, de comment est-ce que la société mère, le McDonald's, au sens large, fait de l'argent par les opérations courantes, c'est-à-dire la consommation ou la restauration rapide. Mais, encore une fois, au-delà de l'accord de franchisation qui définit, comme on a dit, ce segment-là, là, les activités primaires de vente de burgers, comme on le définit, il y a aussi tout un autre côté qui est vraiment très intéressant. Puis c'est ce qui est un peu le centre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de dire euh, dans l'accord officiellement, comme on l'a dit, là, si on vous fait une définition, le McDonald's va être défini pour sa grosseur, mais également pour son parc immobilier là, qui est au-dessus, je crois, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Je ne sais plus c'est quoi le chiffre exact, je pense que c'était plus de 40 milliards de dollars au moins en parc immobilier à travers le monde où il possède les lieux. Donc, la société mère est propriétaire de localisation qui, encore une fois, avec le temps, ont développé un portefeuille qui était énorme, ce qui fait en sorte que McDonald's a la capacité d'avoir des avantages au niveau du financement lorsqu'ils veulent en acheter des nouvelles installations qui est très favorable parce qu'ils ont un parc immobilier qui est bien défini, c'est une compagnie d'ampleur, mais aussi ils ont une expertise pour développer l'achat dans des points clés. T'sais, on le dit souvent, McDonald's, un peu comme je crois il y a plusieurs personnes qui parlent des In-N-Out aussi en comparable en Californie ou dans l'Ouest américain, mais c'est toujours placé dans des endroits stratégiques, proches de grands boulevards, dans des quartiers densément peuplés. Je crois qu'il y avait même une mention qui était faite là, sur le fait que c'était toujours proche d'une lumière rouge. Comme ça, on a toujours le temps de dire, on est prêt à la lumière, on a le choix entre juste faire une petite droite pour rentrer dans le drive-thru du McDonald's. Pourquoi pas le faire? Ça va être rapide. Je vais me prendre un petit burger pour le restant de ma route après le travail, par exemple. Donc, il développe un aspect immobilier qui est vraiment très clé. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de dire, sans le savoir, avec les droits de franchisation et avec le parc immobilier, c'est ce qui fait en sorte que McDonald's est une compagnie qui est presque tout le temps en croissance. Officiellement, dans l'accord de franchisation, ce qui est en moyenne, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 20 ans, là, si je ne me trompe pas, au niveau de la période dans laquelle l'accord est signé, c'est précisé que le franchisé n'a pas le choix concrètement de maintenir le restaurant dans la bâtisse qui est propriété de McDonald's. Ce qui fait en sorte que McDonald's, oui, va obtenir des royalties, comme tu l'as dit, Gab, sur les opérations courantes, mais aussi va obtenir un loyer qui est signé techniquement pour 20 ans par le locataire qui est son franchisé. Donc, il s'assure une source de revenus qui est garantie avec un parc immobilier qui est énorme, qui vient compléter encore une fois sa base de revenus des opérations et surtout qui vient développer une toute autre industrie. Au-delà de faire des revenus dans le segment volatile qui est la restauration rapide, McDonald's peut également aller chercher beaucoup de revenus dans le segment de l'immobilier qui est beaucoup plus stable, encore une fois, aussi en termes de situation économique. Le meilleur exemple qu'on a eu de ça, de la capacité de McDonald's de générer des revenus par l'entremise de l'achat de ces bâtiments et de la location en fait à ses franchisés, c'est en 2008. 2008 était une période qui a été très difficile pour beaucoup de compagnies et pour beaucoup d'industries at large. McDonald's faisait partie des compagnies qui ont été en mesure de maintenir une croissance positive au niveau son cours boursier, au niveau de ses opérations, mais également au niveau du maintien de son dividende, entre autres. Et ils ont été en mesure, par la définition de la crise de 2008, qui était une grande crise aussi dans l'immobilier, d'aller acquérir des propriétés bon marché, ce qui a encore été très favorable. Donc, dans une période où normalement toutes les compagnies vont moins bien, les budgets des consommateurs sont plus bas, on aurait pu s'attendre à ce que McDonald's, oui, continue à vendre des burgers malgré tout, parce que c'est bon marché, mais une perte de revenus tout de même ou de la misère à maintenir son dividende, ce qui n'a pas été le cas. Donc, McDonald's s'est stabilisé en disant on a des opérations volatiles qui sont une vache à lait éternelle parce que des Big Mac, ça va se vendre à pérennité. Mais en plus de ça, on a quelque chose en arrière qui est hyper stable, qui est de l'immobilier, qui est des loyers signés par l'entremise de nos droits de franchisation. Ce qui fait en sorte que cette compagnie-là, encore une fois, est vraiment très stable, permet d'avoir une croissance, permet d'être entre guillemets un blue chip, là, des fameuses compagnies américaines qui ont une croissance qui n'est pas incroyable. C'est pas Tesla du tout, là, McDonald's, on va s'entendre, mais qui du moins sont en croissance pour les investisseurs. Et encore une fois, tout ça par l'entremise du modèle de franchise qu'il développe constamment et qui devient un peu le point fort de la restauration rapide, c'est-à-dire des activités à risque ou des activités hyper avec beaucoup de compétition, mais qui sont un petit peu, entre guillemets, là, edgées, désolé pour l'anglicisme, par des opérations d'immobilier qui sont vraiment hyper performantes. Et au final, tout le monde y gagne. Tu l'as dit, Gab. Si moi j'avais 1 million de dollars à mettre demain, ça ne me dérangerait pas du tout d'acheter une franchise McDonald's parce que je vais très bien m'en sortir. Donc les franchisés en gagnent et la compagnie McDonald's gagne également d'un autre côté. Tout le monde est gagnant un petit peu dans ce modèle-là, ce qui est un peu la beauté du modèle. Jusqu'à preuve du contraire, bien évidemment, on va voir qu'est-ce que les années peuvent nous amener. Mais à première vue, ce modèle-là est, entre guillemets, infaillible. Ouais et puis tu vois, pendant que tu parlais, je retrouvais les chiffres pour être vraiment dans le concret.
En date, au 31 décembre 2019, là, tu vois, j'ai ressorti le rapport annuel de McDonald's. La valeur marchande, si tu veux, de leur property, plant and equipment, donc l'ensemble de leur, en gros, leur parc immobilier, on va évidemment leur machinerie, etc. C'est plus de 24 milliards de dollars. Là. Donc, c'est énorme en valeur marchande, vraiment. Donc, après la dépréciation qui a été accumulée, évidemment. Puis, pour te dire qu'en termes de rentabilité, de profit net, McDonald's, comment dire, est aujourd'hui à peu près 6 milliards de dollars par année, évidemment, là, de, comment dire, de profit, donc après impôts, et cetera. Donc c'est des chiffres pour nous qui peuvent paraître complètement fous. Hem, c'est vrai que McDonald's a quand même cette relation est quand même assez ambivalente, hein, quand même sur les franchisés. C'est que tu pourrais penser que tes McDonald's va essayer d'aller charger le plus de choses aux franchisés. Oui et non, parce qu'ils veulent quand même avoir des franchisés de long terme, qui soient pérennes effectivement, et puis que les restaurants marchent bien. Il y a un point, moi, qui m'a toujours surpris pour moi-même avoir travaillé, tu sais, dans la restauration rapide que j'ai toujours trouvé assez impressionnant, c'est aussi l'effort qui est mis dans la propreté des restaurants. Tu sais, les normes d'hygiène, et cetera, sont extrêmement importantes et sont prises très au sérieux par McDonald's. Il faut avouer que la restauration rapide a été soumise à quand même beaucoup de scandales. Je pense que c'était plus chez KFC en l'occurrence, là, avec où on Ouais. retrouvait des fois là, des choses pas très. Je veux pas aller plus loin parce que si vous êtes en train de manger en ce moment, ça risquer de recracher, là, mais des choses qui étaient vraiment abominables en termes d'hygiène Ouais. et puis de santé, comment dire, Mais c'est vrai que publique, hein. McDonald's est beaucoup basé sur l'uniformité du service, peu importe on est où dans le monde. Vous avez l'exemple, là, si vous, pour nos collègues et nos écouteurs européens, quand vous venez aux États-Unis ou au Canada, en général, oui, peut-être le menu va varier à quelques points, mais en général, vous allez avoir la même expérience, le même service et indirectement les mêmes frites, surtout à travers le monde, le même Big Mac à travers le monde, peu importe on voyage où. Donc, c'est vrai que s'il y a bien un point qui rend le modèle stable et le modèle fonctionnel au niveau des opérations courantes, c'est bien le fait de dire, ben, si vous êtes un franchisé, vous offrez le même service, vous gérez d'une certaine manière, de manière automatique et de manière très similaire. Il y a une personne qui s'occupe de mettre la laitue, il y a une personne qui s'occupe de mettre la mayo, il y a une personne qui s'occupe du drive-thru, puis il y a un petit gestionnaire un peu à gauche et à droite qui gère les différents segments. Puis voici, voilà, ça fonctionne et ça roule à chaque jour. Ça n'empêche que ce genre de types, quand même, sont souvent des gens qui ont énormément d'expérience. On va pas faire de blagues, là, mais tu sais, ils en ont remué de la frite, là, donc ils savent comment ça fonctionne, là. Puis, le seul truc, alors là, c'est l'instant blague, tu du podcast, là, mais le seul article, moi, qu'étrangement, j'ai pas retrouvé, au Québec, en tout cas, quand je connais, c'était les fameuses McNuggets. Je les bizarrement, elles n'existent pas puisqu'elles s'appellent, McRocket ici. Donc, je vais mettre fin et je vais me taire pour le reste de l'épisode. Absolument. Donc, toujours intéressant de faire une blague sur le Québec, ta terre qui t'a accueilli, mais effectivement, les mecs croquettes ont défini la jeunesse de bien des Québécois. Mais tu vois, le point, peut-être, je vais te relancer avec ça, puis c'était un questionnement qui avait été soulevé sur le fait de dire, est-ce que pour simplifier le modèle, ou du moins pour faciliter, si on peut dire, là, les opérations courantes ou les opérations de la société mère, ce ne serait pas pertinent de voir est-ce qu'il y a une scission des opérations en deux. Donc, il y aurait McDonald's d'un côté comme opération de vente de burgers et de l'autre côté, un secteur plus immobilier dans le but vraiment de dire, mais au lieu que les mêmes personnes gèrent deux segments qui sont assez distincts de certaine manière, ben que ces deux entités-là soient vraiment distinctes en termes d'audit également, en termes de marché financier, ça pourrait être de manière séparée. Certains disaient essayer de peser les pour et les contre, de voir est-ce que ça aurait son utilité de dire, au lieu d'avoir une espèce de conglomérat, alors que le lien existe, mais le lien est quand même un peu distinct entre, encore une fois, vendre des trucs dans une industrie de restauration rapide et avoir des loyers avec un parc immobilier qui pourrait être dans le top 5 des parcs immobiliers à travers le monde. Oui, puis c'est comment dire? C'est pas quelque chose qui, n'est jamais arrivé. On appelle ça cette opération-là, on appelle ça un split-off, hein, quand tu as 2 entreprises qui se séparent complètement, hem et qui, comment dire? Que se décèdent, tu sais, de faire chemin à part, et souvent, c'est 2 lignes d'affaires très séparées. C'est vrai que le démantèlement des conglomérats dans les années 90, c'était un peu le symbole de ça. Récemment, je pense que c'est HP, si je me souviens bien, qui a été, séparé en 2, Mhm. hein, c'est devenu, HP Enterprise, donc pour les data, en fait, beaucoup plus
la gestion de big data. Puis de l'autre côté, je pense il y avait HP Inc. En fait, qui est en fait la société que vous connaissez évidemment, qui vend les ordinateurs portables, etc. Et cette opération s'appelle un split-off. Donc c'est pas méconnu. Souvent, ça permet de rajouter un peu plus de valeur, dans le sens où tu peux avoir des gestionnaires qui sont beaucoup plus forts en immobilier, par exemple dans la section immobilier, puis des gens qui sont meilleurs dans la section restauration rapide, parce que c'est un business où vous pouvez trouver ça très facile, tu sais, de dire, bon, tu sais, tourner un resto McDonald's, c'est un business 24 heures sur 24, très intense, où il y a des normes, encore une fois, de propreté, de, comment dire, Le roulement de d'efficacité. personnel épouvantable également. Un roulement de personnel, je peux même pas, on en rigole aujourd'hui, tu sais, de savoir que aujourd'hui, de nos jours, le roulement de personnel est assez important. Dans un resto McDonald's, des fois, tu as des gens, ils restent un mois, puis ils s'en vont, puis ils rechangent de resto. Mais c'est de la Et gestion également souvent de personnes à temps partiel qui est souvent le plus compliqué dans la gestion d'une équipe. C'est le fait d'avoir autant d'étudiants, souvent de jeunes pros, là, de se ramasser avec des personnes qui sont juste disponibles. OK, toi, tu es disponible quand? Les mardis, mercredis, toi, les lundis matin, jeudi après-midi. Donc, ça entraîne beaucoup de complications quand même dans les opérations. Mais tu le disais, puis c'est un point aussi pertinent pour dire est-ce qu'au niveau des investisseurs, ce ne serait pas pertinent d'avoir cette scission-là, justement, dans le but de dire on aurait une meilleure capacité à bien juger la compagnie. Parce que l'exemple classique serait de dire, étant donné que McDonald's est listé, si du jour au lendemain, par exemple, il y a une crise dans l'immobilier, ben, officiellement, autant le McDonald's immobilier que McDonald's opération présentement serait affecté parce que c'est sous le même chapeau. Alors officiellement, c'est pas aussi représentatif, si on peut dire, des opérations courantes parce que chaque effet dans deux segments complètement distincts vont pas vont entraîner la même réaction sur le même titre, ce qui n'est pas, encore une fois, peut-être optimal si on parle d'efficience des marchés. Mais ça sera peut-être à suivre, encore une fois, là, à voir ce que McDonald's va faire à l'avenir. oui, puis pour terminer, je pense que aussi, et là, ça va être mon point critique, il va peut-être amener le deuxième sujet, je te dirais, de la journée, parce que je trouvais que ça avait un lien. Ça, quand tu m'as proposé le sujet, JV, parce que je dois t'avouer, on doit rendre à César ce qui appartient à César. Toi qui avais eu l'idée, tu sais, des sujets, même si c'est moi qui t'avais envoyé la vidéo dont on va discuter dans quelques instants. Il y a la question aussi, bon, c'est sûr que le franchisé, quand même, n'a pas toute la liberté de faire ce qu'il veut. Il faut être conscient que un contrat, par exemple, quand tu signes avec un Subway, bah, tu t'engages à acheter les tomates chez Subway. Tu ne peux pas t'amuser à aller faire ton marché, aller chercher, à aller compétitionner aussi sur les prix, etc. En tant que franchisé. Malheureusement, tu as un catalogue, tu commandes, puis tu as ta livraison qui arrive 2 fois par semaine. C'est un peu ça. Même chose pour les frites, par exemple, chez McDonald's, elles arrivent évidemment, surgelées évidemment, du même fournisseur pour tous les restaurants dans le pays, et c'est vraiment ça, tu n'as pas de liberté. Même chose pour l'équipement, les friteuses, les, comment dire, tout ce qui est les machines, comme par exemple pour les toasters, c'est sûr, les toasters pour les burgers, l'espèce de, comment dire, de grill pour faire cuire les steaks, bon, même s'ils arrivent la plupart du temps surgelés, bien évidemment, hein, comme dans toutes les chaînes. Euh, pour te dire qu'en fait, toi, en tant que franchisé, tu n'as pas le choix. Et l'affaire, moi, je trouve, et je pense qu'il va faire un truc, c'est toi, JP, quand tu vas dans un McDonald's, quel article n'est jamais disponible ou est souvent peu disponible? C'est le fameux McFlurry où tout élément glacé s'ouvre un cornet. Dès que ça implique une glace, en fait, vous êtes toujours pris pour aller ailleurs. C'est à peu près la tendance classique. Particulièrement, effectivement, ici, j'étais très surpris de savoir, je dois t'avouer, je pense que c'est peut-être un problème plutôt local, nord-américain. C'est vrai que les glaces McFlurry sont souvent pas disponibles dans les magasins. Et la vidéo que j'ai découvert, et c'est vrai que je connaissais un petit peu le sujet, qui a été fait par Johnny Harris. D'ailleurs, je pense qu'on peut lancer officiellement le jingle, hein, si tu es d'accord là pour le deuxième Oui, mais segment. effectivement, encore une fois, là, c'est effectivement le but. Là, vous allez voir, on dirait qu'on fait un segment complet sur McDo, là, mais lançons effectivement, on va le faire en bonne et due forme. Là. Lançons officiellement le segment dans vos poches. Parfait. Donc, effectivement, rebonjour tout le monde. Là, je te laisse poursuivre, Gab, sur ce que tu as Oui, amorcé c'est déjà. ça. Et Johnny Harris, donc, qui est journaliste chez Vox, donc qui est un journal en ligne, il a fait toute une enquête, effectivement, pourquoi ces McFlurry-là, comment dire, sont jamais disponibles. Et ça semble être un problème vraiment qui soit basé, en fait, chez McDonald's uniquement. En fait, de ce que j'ai compris de la vidéo, puis c'était quand même très poussé, en vrai, hein, pour juste une affaire de glace. J'aurais pas cru peut-être que c'était tout un scandale, un scandale financier, etc.
la machine qu'utilisent les franchisés, McDonald's, en fait, est la même partout, comment dire? Est la même partout, en fait, dans tous les restaurants. C'est un modèle qui a été conçu, en fait, pour les restaurants McDonald's et qui vient de la machine, en fait, d'une entreprise qui s'appelle Taylor, qui est le leader mondial, d'ailleurs, de la machine à glace, en fait, fondamentalement. Mhm. Et cette machine-là, apparemment, est comment dire? Est plein de problèmes et peut-être que JP, tu pourrais peut-être nous expliquer plus en détail, là, Effectivement, petit, pour vous faire le lien également, on va rediriger le segment dans vos poches vers un peu tout l'aspect de l'obsolescence programmée, entre guillemets, mais aussi de l'aspect un peu de la rentabilité des services après-vente ou des services de réparation. Donc, effectivement, comme tu disais, là, pour vous donner le point, là, quand vous arrivez dans le fameux restaurant McDonald's et que vous n'avez pas la capacité ou qu'on vous fait dire que la machine est brisée, forcément, ce n'est pas réellement ça. C'est en fait simple. Il y a un enjeu au niveau de la machine. Les machines Taylor sont faites avec un système de nettoyage ou des requis de nettoyage qui sont assez, complexes, mais également qui sont très pointilleux sur le fait que c'est facile d'avoir un échec. Et dans le manuel d'instruction qu'un employé courant pourrait regarder, les détails au niveau des types d'erreurs qu'on peut avoir dans le processus de nettoyage ne sont vraiment pas bien définis et mènent en fait toujours vers à peu près le deuxième ou troisième point dans la liste de qu'est-ce que vous pouvez regarder, qui est contacter un de nos représentants chez Taylor pour qu'il vienne réparer. Donc, en réalité, c'est le fait qu'il y a une incompréhension de la machine officiellement dans le processus de nettoyage ou dans ses opérations courantes qui fait en sorte que les alertes sont incompréhensibles et qui fait en sorte que si quelqu'un qui est un initié qui travaille chez McDonald's essaie de le réparer, se retrouve toujours avec la conclusion de dire je dois appeler mon franchisé, mon supérieur, le propriétaire du restaurant. Et le point clé, c'est ben, on va payer les frais, on va appeler la personne de chez Taylor qui va arriver dans quelques heures ou 1 à 2 heures, le temps de venir repartir tout ça et ça fonctionne. Pendant ce temps-là, c'est là qu'on se fait dire couramment la machine est brisée, la machine est brisée. C'est en fait vraiment le fait de dire, ben, officiellement, cette machine-là est quand même assez simple d'utilisation, mais elle est programmée d'une manière qui fait en sorte que des non-initiés ne pourront pas la régler. Et aussi avec un manuel d'instruction qui ramène toujours vers le point de dire, ben, contactez un expert, contactez Taylor, on va venir vous aider. Et encore évidemment, une fois, monnaie trébuchante, hein, évidemment, c'est exactement. sûr Puis, que je ne sais pas si tu veux relancer un peu sur l'aspect de Taylor officiellement se proclame comme étant quoi? Comme étant leader mondial de la machine 25 à oui, glace, mais de pas la forcément dans glace, la vente. mais en fait, pour te dire, c'est quasiment un tiers de leurs revenus à Taylor, c'est du soutien, en fait, par rapport à, comment dire? En fait, c'est quand vous appelez ce fameux technicien, ça vous coûte quasiment, par exemple, aux États-Unis, ça avait été estimé à peu près à 650 pour juste réparer une machine à glace, hein, donc c'est fou. C'est sûr que McDonald's, ils ont pas le choix, tu sais, le franchisé, il a pas le choix de le réparer parce que s'il y a un inspecteur de la maison mère qui passe puis qui dit: «Non, non, là, moi, j'ai commandé, un McFlurry, il n'était pas disponible», vous pouvez vous faire sanctionner. Vous pouvez vous prendre des contrats des espèces évidemment de blâmes, en fait, au sein de dans votre contrat de franchisé qui peuvent être très graves. Donc c'est sûr que Exactement. Puis même avec les retours ou les plaintes de clients, même si ce n'est pas un inspecteur, les clients, on s'entend que c'est une frustration qui est existante au point même que les clients ont la facilité d'aller chialer à chaque fois. Et là, c'est là que ça revient vers la société mère, ça n'est pas bon du tout. Là. en sachant que ça fait partie en plus du menu, dit comme ça a l'air très drôle, mais ça fait partie, tu sais, du menu, comment dire? Que souvent est proposé chez McDo, tu sais, c'est le fameux, le trio Big Mac, donc frites, boissons Ah, évidemment, c'est ça, ça fait partie de ce qui se vend probablement le plus parce qu'un et les McFlurry, glaces. c'est pas nécessairement juste à l'heure du dîner ou à l'heure du souper que vous allez avoir la volonté, pardon pour la logique québécoise là, des repas, là, mais c'est pas officiellement dans des périodes de repas classiques. Je peux être à 3h30 l'après-midi et décider d'arrêter, mais let's go, je vais me prendre ça. Oui, oui, puis c'est là où tu te dis: «Bon», alors il y a la question, tu peut-être de l'obsolescence programmée, je trouve qu'il peut être à considérer effectivement dans le fait qu'évidemment cette machine soit difficilement réparable soi-même, c'est des questions, même d'un point de vue finance personnelle, se posent, hein. Tu sais, c'est pour ça que je l'ai mis dans un segment «Dans vos poches», c'est que ça se pose la question soi-même en tant que consommateur, les choix qu'on doit faire, ils doivent peut-être considérer justement cet aspect. Est-ce que le matériel que j'achète, il est fait pour durer dans le temps? Est-ce qu'il est facile à réparer? Est-ce que j'ai besoin, tu sais, comment dire, tu sais, d'appeler quelqu'un à chaque fois, contrairement chez Taylor? Parce qu'il y a des solutions chez Taylor, mais ces solutions, elles sont illégales. C'est-à-dire si vous manipulez, si vous, rentrez dans la machine Taylor, votre garantie est brisée. Ça sert à rien, vous ne pouvez même plus appeler, on ne vous aidera plus. Alors Exactement. Puis, tu vois, c'est un bon exemple. L'exemple de Taylor est un super bon exemple sur la réflexion personnelle, de dire c'est un autre exemple plus au niveau personnel. C'est
tout ce qui est avec Apple. Apple sont des produits Ah oui. qui, en termes d'obsolescence programmée, on va s'entendre. Là, souvent, on dirait qu'on a une garantie sur notre téléphone et dès qu'on quitte la garantie, soudainement, la batterie dure 2 heures et demie puis c'est terminé. Il n'y a plus aucune batterie dans notre iPhone ou quoi que ce soit. Puis la meilleure solution, c'est soit vous allez voir quelqu'un qui semble connaître ça, mais qui peut, qui vous fait signer une décharge en disant ben, je ne suis pas un expert, je ne travaille pas pour Apple, si c'est brisé, c'est votre faute ou c'est votre responsabilité, ou bien on va chez Apple qui essaie de nous protéger le plus possible avec les Apple Care de ce monde, mais qui, encore une fois, font des revenus sur les à côté, sur le service, etc., qui va venir avec, encore une fois. Donc, c'est là où il y a plusieurs industries qui sont définies sur des produits, mais que ces produits-là sont définis et sont, encore une fois, dans le domaine technologique qu'on connaît de nos jours, qui sont, entre guillemets, on n'a pas de preuves forcées, mais qui vont être, entre guillemets, programmés pour avoir une échéance ou une date butoir de qualité ou d'efficience qui va disparaître rapidement et qui, après ça, soit implique, mais je vais en acheter un autre, ou bien je me ramasse avec des frais de réparation parce que je me ramasse à gauche à droite à devoir retourner chez la personne qui se dit expert, ou comme tu l'as dit, chez la personne qui m'oblige par garantie à aller chez eux. Ouais, après, je trouve un peu dur quand même pour Apple, là, c'est pas pour loin, on est loin du Mais clash j'en suis rendu là. client. J'en suis client Mais également d'Apple, il faut dire. Et encore une fois, c'est une ap compagnie que j'apprécie beaucoup, mais a on dirait que ils ont peut-être le dos large un peu, mais quand on pense à obsolescence programmée, en on fait, le pense problème souvent. d'Apple, c'est vrai que la réparabilité n'est pas quelque chose, tu pour le client et vraiment, c'est vraiment 0. Tu La plupart des composants sont soudés, les vis sont pas standardisées, ce qui fait que c'est très difficile, vous, en tant que client, après, il y a énormément de boutiques indépendantes aussi qui font un excellent service pour des prix très concurrentiels. Ils sont aussi compétents que chez Apple, hein. Vous aurez la même vitre, et cetera, le même type de produit. Apple a même beaucoup investi d'ailleurs dans un programme de certification, en fait, de comment dire, des réparateurs. Donc, tu sais, quand vous êtes, maintenant, Ouais, il y a de plus en des plus, hein, tu réparateurs sais, ou des détaillants dans des coins un peu moins où il n'y a pas nécessairement d'Apple Store, là, effectivement. oui, voilà, et surtout, alors, il y a quelques années, Apple avait un truc qui s'appelait les premium resellers, là, avait mis beaucoup d'emphase là-dessus. Et bon, c'est sûr que le développement des Apple Store un peu partout dans le monde, bon, a fait que ce réseau-là s'est fait, mais il y a quand même un accompagnement qui est possible quand même. Je trouve que par contre, c'est vrai que sur beaucoup de téléphones, et là, je c'est pas pour viser une marque, mais souvent c'est des marques coréennes que tu comprendras c'est lesquelles pour des smartphones. Souvent, le support pour le coup est un peu inexistant parce qu'au bout de 2 ans, votre téléphone, il est plus à jour, il y a plus la dernière version d'Android, par exemple, pour pas la nommer. Les vitres, comme elles changent entre chaque modèle, c'est très difficile pour le petit réparateur de trouver exactement le bon modèle de vitre, et cetera. Et c'est vrai que ces téléphones-là sont beaucoup plus difficiles à réparer qu'un téléphone grand public comme par exemple, un iPhone comme j'ai actuellement dans ma poche. Et c'est vrai que ça, c'est un point, comment dire? En tant que consommateur, on va se poser. Moi, une autre industrie, moi, et on s'en est déjà parlé, JP, je crois, en off, moi, qui me turlupine, c'est tout ce qui est les imprimantes. Moi, pour moi, c'est vraiment Ouais. l'objet informatique qui m'horripile, je trouve, au plus haut point. J'ai toujours trouvé que un truc stupide, comme peut être une impression, de nos jours, et c'est une expérience tellement frustrante alors qu'aujourd'hui, tu sais, on se connecte au Wi-Fi en 30 secondes, on se comment dire? On regarde, on se parle en quelques minutes par Zoom, et cetera. Il y a des technologies qui sont hyper avancées. Je trouve l'impression est vraiment l'une des technos, moi, qui à chaque fois me dit: «Tu as pas le plugin, il faut que tu installes le logiciel, tu as des pubs à chaque fois que tu as plus d'encre, le mode recto verso fonctionne pas». Faut que tu Heu recalibres ton impression ou ta numérisation après avoir changé une cartouche d'imprimante. Voilà, et Non, voilà, tu vois, tu dois faire le le point est test des bon. couleurs et je trouve que c'est à chaque fois, et en plus ça coûte un fric de fou parce que les cartouches coûtent très cher et apparemment selon certaines enquêtes, là c'est Austin McConnor, encore une fois un autre youtubeur que j'aime beaucoup, peut-être un peu moins connu pour le coup, qui avait fait justement toute une enquête là-dessus que volontairement, par exemple, les cartouches vont te dire: «Ah parfait», au début, ils vont dire: «Ah tu as de quoi faire pour 1000 impressions», puis au bout de tes, 15 documents que tu imprimes, ah il te reste presque plus grand chose. Faudrait peut-être que tu recontactes HP et que tu rappelles pour recommander des cartouches. Et ça pour moi, c'est vraiment non seulement déjà il y a un côté user friendly qui est vraiment pas là, et aussi le côté,
réparabilité évidemment qui est zéro, parce que si vous réparez votre imprimante, laisse tomber, ta garantie est finie. Non, Et puis l'enjeu aussi, c'est que souvent, la réparation de l'engin qui est l'imprimante va coûter plus cher qu'en acheter une neuve. Mais encore une fois, on se tire dans le pied parce qu'en acheter une neuve qui coûte pas grand-chose va quasiment coûter moins cher que l'encre initiale que tu vas avoir besoin. Tu sais, c'est ça qui est un. C'est vrai que c'est une industrie qui est curieuse parce que le coût d'utilisation par rapport au coût d'entrée est épouvantable. Et encore une fois, tu l'as dit, c'est beaucoup mieux d'en acheter une nouvelle à ce moment-là qui va coûter juste n'importe quoi, le 50 $. Puis après ça, tu vas devoir t'acheter un paquet d'encre XL. Les deux ensemble vont te coûter 80. Ta machine te coûte parfois presque moins cher que l'encre que tu vas mettre initialement dedans, ce qui est complètement ridicule et complètement aberrant pour une industrie, encore une fois, qui existe depuis si longtemps. Puis tu vois, on dirait que je fais un petit lien cocasse avec le jour de la Terre qui était la semaine passée. Mais tu sais, on dirait que je me dis, le fait que c'est tellement pas user-friendly d'impression, comment est-ce qu'on est arrivé avec le fait que ça a pris autant d'années avant qu'on devienne paperless dans la majorité des milieux, alors que c'est quelque chose qui est tellement complexe et tellement, c'est tellement trouble et tellement, tu sais, c'est désolé, là, mais chiant, frustrant. là. C'est frustrant, en fait. C'est vraiment une industrie. Moi, tu m'excuses, hein, je pense ce segment-là, mais vous le savez, le podcast, c'est une discussion hein, aussi. Hein, on laisse, comment dire, on échappe nous, ce qui nous intéresse, etc. Et j'ai toujours trouvé cette industrie-là horrible, horrible, horrible. Et ça va pas en s'améliorant. Hein, je veux dire, c'est sûr que de nos jours, maintenant, il y a comment dire, tu sais, des imprimantes avec tu sais, avec comme des réservoirs, puis vous mettez de l'encre avec un petit, évidemment comme une pipette là. Enfin, vous mettez vous-même votre encre dans le bac, puis elle met, ce qui est un peu mieux, mais comment dire, c'est beaucoup plus onéreux évidemment parce que c'est moins rentable évidemment pour la compagnie d'encre. Il faut avouer que le modèle qui est utilisé par beaucoup de ces compagnies justement qui ont un modèle d'obsolescence programmée qui s'appelle le modèle du rasoir et des lames, en fait. Razors and Blade Model, exactement en anglais. Euh, et oui, quand vous achetez un rasoir, souvent, ça coûte 4 fois 6 sous. Par contre, les lames vous coûtent une fortune. Et ça fait partie de la stratégie, évidemment, de tous ces trucs-là. Souvent, c'est souvent des trucs avec des consommables. Donc, évidemment, donc, les cartouches d'encre, c'est un des plus connus. Évidemment, là, il y en aurait des dizaines et des dizaines pour expliquer ça, où vous passez votre temps en fait à remplir, à racheter le consommable qui est nécessaire en fait pour l'utilisation évidemment du produit. Hein. Exactement. Puis, tu sais, peut-être le conseil pour conclure ce segment-là, conclure l'épisode, là, c'est de regarder quand vous faites une acquisition d'un bien, peu importe, là, on l'a mentionné, que ce soit un téléphone, que ce soit une imprimante, que ce soit quoi que ce soit, et même peut-être une machine Taylor si vous décidez de vous partir une franchise McDonald's. Mais bon, ça, c'est peut-être pour un autre moment dans le Et contexte de pourtant, tout ce le sont monde. d'excellentes machines hein, pour les avoir connues, encore une fois, quand j'ai travaillé l'été en restauration rapide, je peux t'assurer que ce sont pourtant des très bonnes machines, là, mais bon, Exactement, c'est mais tout ça pour dire que la logique d'acquérir un bien, regardez toujours, encore une fois, de voir, comme tu l'as mentionné, quel est le coût des consommables et l'utilisation des consommables, ou quel est le coût et le requis d'avoir des services de réparation, etc. On dirait qu'on pense souvent à acheter un bien, est-ce que je suis capable de me le permettre, est-ce que je suis capable d'acheter ce bien-là X sans vraiment réfléchir à ben, quand je vais l'utiliser, je vais avoir besoin, ça ne sera pas éternel qui va être aussi bon et fonctionnel qu'au jour J où je l'ai acheté. Donc, bien penser avant les faits, avant d'acheter également, quels vont être les coûts. On parlait, encore une fois, on revient un peu avec la logique des véhicules, mais dans l'entretien et tout, c'est important de réfléchir à comment est-ce que ce bien-là, qui va peut-être me coûter un prix qui exactement. va être faible, mais qui va me coûter 5 fois le prix dans les 5 prochaines années au niveau de l'entretien, au niveau des consommables, au niveau des à côté. Donc, pensez-y bien. Encore une fois, c'est un peu le but de l'épisode. Pensez bien on ne peut pas déterminer l'obsolescence programmée. C'est pas facile et c'est un concept on mentionne souvent, mais que personne ne va vraiment pouvoir prouver. Mais encore une fois, ça vous amène juste à bien réfléchir à votre achat et surtout à la partie Oui, après-achat. puis c'est un concept qui est d'autant plus d'actualité qu'il est en voie d'être légiféré, etc. Je sais qu'il y avait beaucoup dans la zone euro. Il y a, bon, évidemment, la Covid a pas mal rechangé, je dirais, les priorités gouvernementales, mais c'était des questions éthiques, puis des questions aussi environnementales aussi qui se posaient rendu là. Et je trouve, mon cher JP, que je n'aurais pas pu faire une meilleure conclusion que ce que tu viens de nous apporter. Alors moi, je tiens à vous remercier en tout cas pour votre écoute, votre constant. On s'approche des 10 000 écoutes pour vous donner un peu comment dire, un suivi, c'est sur
sur les écoutes et sur la performance et au niveau Exactement. des À statistiques. l'exception, encore une fois, de YouTube, qui n'est pas considéré et qui, encore une fois, nous impressionne à chaque fois de voir l'épisode End Run, là, qui, on vous le rappelle, encore une fois, les stats de YouTube sont séparés, je crois, des stats combinés qu'on Oui. regarde. Là. Mhm. Donc, c'est 10 000 sur les plateformes de podcasts classiques, mais YouTube, que c'est complètement n'importe quoi. Le End Run doit être rendu à 2 millions, pas 2 millions, 2000 C'est écoutes. Là. fou quand tu tapes Enron dans Google vidéo, on est genre le troisième résultat. C'est très drôle. Mais et donc évidemment moi je tenais encore une fois à vous remercier et puis n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si vous a plu, famille, amis, cousins, oncles, tantes. Enfin bon, là, votre imagination est sans limite. À Exactement. aimer Puis évidemment on le est. contenu pareil sur YouTube et à vous abonner évidemment sur toutes les plateformes audio. Exact. Puis si on est à moins, on vous le dit, là, on va peut-être le répéter encore une fois là, pour mousser tout ça, là, mais on est à maintenant moins de 10 épisodes là, de la fameuse saison 3 qui va commencer. Normalement, c'est au 26e. On fait 26 épisodes par saison, donc ça s'en vient quand même assez vite. Et comme toujours, on l'avait fait dans le début de la saison 2 en amenant le fameux segment L'instant économie. On a déjà commencé à mettre sur papier là, d'autres idées d'innovation là, pour la saison 3 qui va s'entamer, là, je crois, au courant du début de l'été. Donc, soyez toujours à l'écoute pour voir ce qui va arriver. Encore une fois, on va peut-être voir si on en fait plus qu'une. Là, c'était une innovation lors du début de la saison 2. On verra si on n'en fait pas plus qu'une là, avec les différentes idées qu'on a sur papier pour continuer de se réinventer, pour continuer encore une fois là, d'écouter vos commentaires et de faire vos suivis là, pour adapter ça selon ce que vous appréciez. Donc, Exact. sur ce, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Salut.